deuxième et dernière partie de l'histoire du prince Zeyn Alasnam et du roi des génies, des mille et une nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org. Nous pouvons présentement parler, dit Mobarec. L'île où nous sommes est celle du roi des génies. Il n'y en a point de semblable au reste du monde. Regardez de tous côtés, prince. Est-il un plus charmant séjour? C'est sans doute une véritable image de ce lieu ravissant que Dieu destine aux fidèles observateurs de notre loi. Voyez les champs parés de fleurs et de toutes sortes d'herbes odorantes. Admirez ces beaux arbres dont les fruits délicieux font plier les branches jusqu'à terre. Goûtez le plaisir que doivent causer ces chants harmonieux que forment dans les airs 1000 oiseaux de 1000 espèces inconnues dans les autres pays. Zeyn ne pouvait se lasser de considérer la beauté des choses qui l'environnaient, et il en remarquait de nouvelles à mesure qu'il s'avançait dans l'île. Enfin, ils arrivèrent devant un palais de fines émeraudes, entouré d'un large fossé, sur les bords duquel, d'espace en espace, étaient plantés des arbres si hauts qu'ils couvraient de leur ombrage tout le palais. Vis-à-vis de la porte, qui était d'or massif, il y avait un pont fait d'une seule écaille de poisson, quoiqu'il eût pour le moins 6 toises de long et 3 de large. On voyait à la tête du pont une troupe de génies d'une hauteur démesurée qui défendait l'entrée du château avec de grosses massues d'acier de la Chine. N'allons pas plus avant, dit Mobarec. Ces génies nous assommeraient, et si nous voulons les empêcher de venir à nous, il faut faire une cérémonie magique. En même temps, il tira d'une bourse qu'il avait sous sa robe 4 bandes de taffetas jaune. De l'une, il entoura sa ceinture et mit une autre sur son dos. Il donna les 2 autres au prince, qui en fit le même usage. Après cela, Mobarec étendit sur la terre 2 grandes nappes au bord desquelles il répandit quelques pierreries avec du musc et de l'ambre. Il s'assit ensuite sur une de ces nappes, et Zeyn s'assit sur l'autre. Puis Mobarec parla dans ces termes au prince. Seigneur, je vais présentement conjurer le roi des génies qui habite ce palais qui s'offre à nos yeux. Puisse-t-il venir à nous sans colère? Je vous avoue que je ne suis pas sans inquiétude sur la réception qu'il nous fera. Si notre arrivée dans son île lui déplaît, il paraîtra sous la figure d'un monstre effroyable. Mais s'il approuve votre dessein, il se montrera sous la forme d'un homme de bonne mine. Dès qu'il sera devant nous, il faudra vous lever et le saluer sans sortir de votre nappe, parce que vous péririez infailliblement si vous en sortiez. Vous lui direz: souverain maître des génies, mon père, qui était votre serviteur, a été emporté par l'ange de la mort. Puisse votre majesté me protéger comme elle a toujours protégé mon père. Et si le roi des génies, ajouta Mobarec, vous demande quelle grâce vous voulez qu'il vous accorde, vous lui répondrez: sire, c'est la 9e statue que je vous supplie très humblement de me donner. Mobarec, après avoir instruit de la sorte le prince Zeyn, commença à faire des conjurations. Aussitôt, leurs yeux furent frappés d'un long éclair qui fut suivi d'un coup de tonnerre. Toute l'île se couvrit d'épaisses ténèbres. Il s'éleva un vent furieux. L'on entendit ensuite un cri épouvantable. La terre en fut ébranlée, et l'on sentit un tremblement pareil à celui qu'Azrafiel doit causer le jour du jugement. Zeyn sentit quelque émotion, et commençait à tirer de ce bruit un fort mauvais présage, lorsque Mobarec, qui savait mieux que lui ce qu'il en fallait penser, se prit à sourire et lui dit: rassurez-vous, mon prince, tout va bien. En effet, dans le moment, le roi des génies se fit voir sous la forme d'un bel homme. Il ne laissait pas toutefois d'avoir dans son air quelque chose de farouche. D'abord que le prince Zeyn l'aperçut, il lui fit le compliment que Mobarec lui avait dicté. Le roi des génies en sourit et répondit: oh mon fils, j'aimais ton père, et toutes les fois qu'il me venait rendre ses respects, je lui faisais présent d'une statue qui l'emportait. Je n'ai pas moins d'amitié pour toi. J'obligeai ton père quelques jours avant sa mort à écrire ce que tu as lu sur la pièce de satin blanc. Je lui promis de te prendre sous ma protection et de te donner la 9e statue qui surpasse en beauté celle que tu as. J'ai commencé à lui tenir parole. C'est moi que tu as vu en songe sous la forme d'un vieillard. Je t'ai fait découvrir le souterrain où sont les urnes et les statues.
j'ai beaucoup de part à tout ce qui t'est arrivé, ou plutôt j'en suis la cause. Je sais ce qui t'a fait venir ici. Tu obtiendras ce que tu désires. Quand je n'aurai pas promis à ton père de te le donner, je te l'accorderai volontiers. Mais il faut auparavant que tu me jures par tout ce qui rend un serment inviolable que tu reviendras dans cette île et que tu m'amèneras une fille qui sera dans sa 15e année, qui n'aura jamais connu d'homme ni souhaité d'en connaître. Il faut de plus que sa beauté soit parfaite et que tu sois si bien maître de toi que tu ne formes même aucun désir de la posséder en la conduisant ici. Zeyn fit le serment téméraire qu'on exigeait de lui. Mais seigneur, dit-il ensuite, je suppose que je sois assez heureux pour rencontrer une fille telle que vous la demandez. Comment pourrais-je savoir que je l'aurai trouvée? J'avoue, répondit le roi des génies en souriant, que tu t'y pourrais tromper à la mine. Cette connaissance passe les enfants d'Adam. Aussi n'ai-je pas dessein de m'en rapporter à toi là-dessus. Je te donnerai un miroir qui sera plus sûr que tes conjectures. Dès que tu auras vu une fille de 15 ans parfaitement belle, tu n'auras qu'à regarder dans ton miroir. Tu y verras l'image de cette fille. La glace se conservera pure et nette si la fille est chaste. Et si au contraire la glace se ternit, ce sera une marque assurée que la fille n'aura pas toujours été sage, ou du moins qu'elle aura souhaité de cesser de l'être. N'oublie donc pas le serment que tu m'as fait. Garde-le en homme d'honneur. Autrement, je t'ôterai la vie, quelque amitié que je me sente pour toi. Le prince Zeyn Alasnam protesta de nouveau qu'il tiendrait exactement sa parole. Alors le roi des génies lui mit entre les mains un miroir en disant: ô mon fils, tu peux t'en retourner quand tu voudras. Voilà le miroir dont tu dois te servir. Zeyn et Mobarec prirent congé du roi des génies et marchèrent vers le lac. Le batelier à tête d'éléphant vint à eux avec sa barque et les repassa de la même manière qu'il les avait passés. Ils rejoignirent les personnes de leur suite avec lesquelles ils retournèrent au Caire. Le prince Alasnam se reposa quelques jours chez Mobarec. Ensuite il lui dit: partons pour Bagdad, allons y chercher une fille pour le roi des génies. Eh, ne sommes-nous pas au Grand Caire? Répondit Mobarec. N'y trouverons-nous pas bien de belles filles? Vous avez raison, reprit le prince. Mais comment ferons-nous pour découvrir les endroits où elles sont? Ne vous mettez point en peine de cela, seigneur, répliqua Mobarec. Je connais une vieille femme fort adroite. Je la veux charger de cet emploi. Elle s'en acquittera bien. Effectivement, la vieille eut l'adresse de faire voir au prince un grand nombre de très belles filles de 15 ans. Mais lorsque, après les avoir regardées, il venait à consulter son miroir, la fatale pierre de touche de leur vertu, la glace se ternissait toujours. Toutes les filles de la cour et de la ville qui se trouvèrent dans leur 15e année subirent l'examen l'une après l'autre, et jamais la glace ne se conserva pure et nette. Quand ils virent qu'ils ne pouvaient rencontrer de filles chastes au Caire, ils allèrent à Bagdad. Ils louèrent un palais magnifique dans un des plus beaux quartiers de la ville. Ils commencèrent à faire bonne chère. Ils tenaient table ouverte, et après que tout le monde avait mangé dans le palais, on portait les restes aux derviches, qui par là subsistaient commodément. Or, il y avait dans le quartier un imam appelé Boubekir Muezzin. C'était un homme vain, fier et envieux. Il haïssait les gens riches, seulement parce qu'il était pauvre. Sa misère l'aigrissait contre la prospérité de son prochain. Il entendit parler de Zeyn Alasnam et de l'abondance qui régnait chez lui. Il ne lui en fallut pas davantage pour prendre ce prince en aversion. Il poussa même la chose si loin qu'un jour, dans sa mosquée, il dit au peuple après la prière du soir: ô mes frères, j'ai ouï dire qu'il est venu loger dans notre quartier un étranger qui dépense tous les jours des sommes immenses. Que sait-on? Cet inconnu est peut-être un scélérat qui aura volé dans son pays des biens considérables, et il vient dans cette grande ville se donner du bon temps. Prenons-y garde, mes frères. Si le calife apprend qu'il y a un homme de cette sorte dans notre quartier, il est à craindre qu'il ne nous punisse de ne l'en avoir pas averti. Pour moi, je vous déclare que je m'en lave les mains, et que s'il en arrive quelque accident, ce ne sera pas ma faute. Le peuple, qui se laisse aisément persuader, cria tout d'une voix à Boubekir:
c'est votre